Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, d'après le rapport officiel publié par le BNGRC, les fortes pluies qui se sont succédées à Madagascar ont causé la mort de 2 personnes et fait plus de 3800 sinistrés dans tout le pays. Par ailleurs, 2478 personnes ont dû être déplacées. Fin de scène à Mireille, Yves Janel. Selon le BNGRC, 2 personnes ont perdu la vie depuis le début des précipitations le 14 février dernier. L'une d'elles est une jeune fille qui rentrait de l'école à Alassour, dans le district d'Antananarivo-Varajan, tandis que l'autre a été emportée par les eaux à Sahavatu, dans la commune de Nusvark. Le nombre total de sinistrés dans tout le pays s'élève désormais à 3871, soit 959 ménages. Ces derniers se répartissent comme suit: 9 à Mbujachim, 3745 dans le district d'Antananarivo-Timjan, 31 dans la capitale d'Antananarivo, 16 à Ifanadine et 75 à Mananzar. Concernant les déplacements, 2478 personnes ont été relogées, représentant 697 ménages. Côté infrastructure, 757 habitations ont été inondées, 5 ont subi des dégâts et 5 autres ont été totalement détruites. Les autorités appellent la population à la vigilance face à la montée des eaux, surtout si les pluies persistent, selon le BNGRC. Outre le risque d'inondation, les habitants des zones en hauteur ont également reçu des consignes concernant les dangers potentiels liés à cette saison cyclonique. Et dans ce contexte, la présidence de la République apporte son soutien aux sinistrés des inondations. Hier, une délégation envoyée par le président Andrazouelne et son épouse s'est rendue à Nusatondjefen pour y constater la situation. Accompagnée de représentants des ministères concernés de la commune, elle a distribué de vivres aux sinistrés. Le président de la République ne laisse pas la population seule face à cette épreuve, a souligné la directrice des affaires sociales de la présidence présente sur les lieux. Judical Hanjanirin. À cause des inondations qui ne se sont toujours pas résorbées au sein de leur habitation, les sinistrés d'Anusatondjefen sont hébergés dans un site d'accueil temporaire. Ils sont actuellement 1348. Dont de nombreuses femmes et enfants ayant dû quitter leur maison dans l'urgence sans rien emporter. Face à cette catastrophe qui touche la population, le président Andrazouelne et son épouse ont envoyé une délégation sur place pour suivre la prise en charge et l'accompagnement des sinistrés. Ils y sont hébergés, nourris, soignés et soutenus moralement. L'aide est arrivée au bon moment selon le maire, car la majorité des sinistrés est dans une situation difficile. L'intervention de l'État est d'un grand secours. Le site de la Villa Lili à Nusatondjefen continuera d'accueillir ces milliers de sinistrés jusqu'à demain soir. Leur situation dépendra de l'évolution des précipitations et de la baisse du niveau des eaux dans leur foyer. Et puis toujours dans ce contexte, le curage des canaux d'évacuation se poursuit dans le Fuktani 3G Hangar à l'initiative de la commune urbaine d'Antananarivo, du BNGRC, de l'APIPA et de la SMA. Plus de 1,8 km de canaux sont nettoyés dans cette zone. Le maire d'Antananarivo, Arlala Ramanatsu, a de nouveau sensibilisé la population au respect de la propreté afin d'éviter l'obstruction des canaux. Elle a également précisé que la commune mettra en place des infrastructures supplémentaires pour la gestion des déchets. Détails sur les images de Yves Janel. Lors des saisons des pluies précédentes, le niveau d'eau dans le canal du 3G Hangar était bien plus élevé qu'actuellement. On y trouvait des déchets plastiques, des bouteilles et même les saletés provenant des foyers. Grâce aux opérations de curage effectuées dans les environs par la PIPA, le BNGRC, la commune, la SMA, il y a moins d'eau stagnante. Certains habitants ont aussi pris conscience du problème et font des efforts pour ne plus jeter leurs ordures n'importe où. Depuis janvier, 16 km de canaux ont été curés.
Ce sont les habitants eux-mêmes qui effectuent ces travaux, en échange desquels ils reçoivent des denrées alimentaires telles que du riz, des légumineuses et de l'huile. Le maire de la commune urbaine d'Antananarivo incite la population à ne pas jeter ses déchets dans la rue, mais à les déposer aux endroits prévus à cet effet. La commune, de son côté, prévoit d'améliorer les infrastructures de gestion des ordures. Le directeur général de l'APIPA, quant à lui, continue de sensibiliser la population à ne pas construire des infrastructures sur les canaux d'évacuation, car cela entrave l'écoulement des eaux. Et les bacs d'IFAS et de Maavav, situés sur la RN6, sont de nouveau opérationnels depuis hier. Le transport des personnes, des véhicules et des marchandises sur ces deux bacs est totalement gratuit, selon les déclarations du ministre des Travaux publics, Richard Théodore Afidson, lors de sa visite sur place pour superviser leur fonctionnement. L'État prend en charge l'ensemble des frais liés au carburant et au salaire des employés, conformément aux directives du président Anjradouel. Une priorité est accordée au transport des élèves chaque matin. Rad Ramanazatouf. Ces bacs ont une capacité de charge de 25 tonnes chacun. Un contrôle strict est effectué en collaboration avec les autorités locales pour s'assurer du respect de cette limite de poids. Ils fonctionnent uniquement en journée et cessent leurs activités chaque soir. Il est important de rappeler que la mise en service de ces bacs fait partie des décisions prises lors du Conseil des ministres du mercredi 15 janvier 2025 en attendant la reconstruction des ponts d'IFAS et de Maavav endommagés par le passage du cyclone Gamané en 2024. L'utilisation des bacs est une solution temporaire, tout comme les passages à gué, souvent impraticables en période de forte pluie. Un budget a été déjà alloué et un partenariat a été établi avec l'entreprise Colas pour la réhabilitation de ces itinéraires. Les travaux de réparation débuteront dès que le niveau des eaux baissera. Pour une solution plus pérenne, une étude approfondie sera menée afin de reconstruire les ponts d'IFAS et de Maavav de manière durable. Les routes aux alentours de la nouvelle ville Tanamasouange seront réhabilitées pour assurer la fluidité de la circulation des habitants au quotidien. Il s'agit entre autres de la route d'intérêt provincial RIP 73, dont les travaux sont pris en charge par le secrétariat d'État chargé de la nouvelle ville et de l'habitat. Les travaux ne sortent pas du cadre du projet, contrairement à ce que véhiculent certaines personnes qui s'opposent au projet. Un bureau de liaison a été déjà mis à disposition des habitants qui veulent des informations sur le projet Tanamasouange, selon le directeur général au sein du SENVH. Nadera Koutouma, Funza Ranjatsu. Le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat est déjà en plein travaux de construction de la nouvelle ville Tanamasouange à Imirtiatousk. Les travaux avancent actuellement selon les dires des responsables du projet et afin d'assurer la circulation des habitants au quotidien, le SENVH a procédé à la réhabilitation des routes autour de la future nouvelle ville Tanamasouange. Parmi ces routes, la RIP 73, une route d'intérêt provincial qui relie plusieurs Foukontagnes concernées par les travaux. Une minorité de personnes s'oppose pourtant à ces réhabilitations. Ainsi, le directeur général des nouvelles villes et de l'habitat au sein du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a apporté des éclaircissements selon lesquels ces travaux font partie du plan de construction de la nouvelle ville et visent justement à équilibrer les travaux au sein du projet et en dehors du projet, mais surtout à ne pas perturber le quotidien de la population locale, mais également pour garantir le suivi et l'accomplissement des travaux en cours au niveau de la nouvelle ville Tanamasouange. Un bureau de liaison a été déjà mis en place depuis le début du projet pour recevoir les habitants qui veulent des informations sur le projet Tanamasouange. Ceux qui ont besoin d'informations autour de la réhabilitation des routes peuvent consulter ce bureau selon le DGNVH. Le responsable a affirmé que des mesures seront prises à l'endroit de ceux qui tentent encore de procéder à des actes de perturbation, surtout les personnes non concernées par le projet. Dans les actualités également, le verdict est tombé aujourd'hui. Jean-Luc Rangiamioch a été condamné à 3 ans de prison ferme et sera incarcéré à la prison de Tiafa. Pour rappel, il a été arrêté le 22 décembre dernier et placé en détention provisoire à Antanmour après sa comparution devant la justice le 6 janvier. Il est accusé d'avoir pénétré dans le site web de la CENI et d'y avoir modifié les résultats des élections communales pour Antananarivo. Il lui est également reproché d'avoir incité la population
à se révolter contre le pouvoir en place et contre la société Jirama. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de son procès. Dans le contexte des défis environnementaux croissants, notamment les pollutions marines accidentelles dans l'océan Indien et le canal de Mozambique, Madagascar s'engage activement à renforcer ses capacités en gestion des incidents environnementaux complexes. Dans ce cadre, une formation avancée IMS 300 ou système de gestion des incidents se déroulera du 18 au 20 février à Ankourjan. de Nilsson. Le principal objectif de cette formation, IMS 300, est de renforcer la coordination, la réactivité et l'efficacité des interventions multisectorielles face aux pollutions marines accidentelles, tout en s'alignant avec les normes et standards internationaux. Les participants à cette formation se pencheront sur leurs compétences en gestion des crises environnementales en mettant l'accent sur des thématiques essentielles telles que le leadership en situation de commandement, la planification stratégique, la coordination interinstitutionnelle et la communication ciblée. Cette formation représente une suite logique et complémentaire aux modules IMS 100 et IMS 200 auxquels ces responsables ont déjà participé en ligne et vise à les doter des outils nécessaires pour anticiper et gérer efficacement les incidents environnementaux majeurs. À l'issue de cette session, les participants seront non seulement mieux préparés à intégrer ou diriger des équipes de gestion des incidents, mais contribueront également à la protection des écosystèmes marins et des communautés côtières vulnérables à Madagascar. Organisée par l'OLEP, organe de lutte contre les événements de pollution, cette session de formation rassemble 25 acteurs et parties prenantes nationaux issus des ministères de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que des représentants des branches affiliées de l'ONE, Office national pour l'environnement. Cette initiative fait partie intégrante du partenariat stratégique entre Madagascar et le Joint Nature Conservation Comité ou JNCC dans le cadre du programme Ocean Country Partnership Programme soutenu par le gouvernement britannique. Pour terminer les actualités locales, les paramédicaux suivent des formations dans les écoles spécialisées. L'ordre des paramédicaux est intransigeant sur ce point, selon son président, lors de sa visite à Antsui. Le laisser-aller dans la formation des paramédicaux n'est pas tolérable, selon le président de l'Ordre des infirmiers de Madagascar et directeur général de l'IFPS à Antsui, Indjanarsan John Love. Lors de son passage sur place, il a souligné l'importance de suivi rigoureux depuis l'enseignement dispensé dans les écoles de formation paramédicale jusqu'à la validation des recherches avant l'obtention du diplôme. L'ordre est intransigeant sur ce point, a-t-il affirmé. Par ailleurs, les étudiants en paramédical participent également à des actions sociales. À cet effet, ils ont organisé une opération de nettoyage aux abords de l'hôpital du CSB2 d'Antsui. Des activités culturelles et sportives ont également été organisées dans le cadre de cet événement qui s'est déroulé dans la ville d'Antsui, capitale de la région Sofia. Et on passe aux actualités internationales. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Les résultats ont démontré une infection polymicrobienne des voies respiratoires qui nécessitera une hospitalisation appropriée. Le souverain pontife met donc son agenda en pause. France 24. Alors les nouvelles ne sont pas rassurantes. Les résultats des examens réalisés ces derniers jours et aujourd'hui même ont démontré une infection polymicrobienne des voies respiratoires, une infection qui a conduit à un changement du traitement qui était prévu pour le souverain pontife. Le Vatican prévient que cette situation nécessitera d'une hospitalisation, je cite, appropriée, une façon à peine voilée de prévenir que le séjour du souverain pontife à l'hôpital ici à Rome va vraisemblablement se prolonger. Vous l'avez dit, la présence du pape à l'audience de mercredi prochain a été annulée alors que le souverain pontife s'apprête à passer sa 4e nuit à l'hôpital Gemelli ici à Rome, car cette hospitalisation se poursuit donc. Les médecins ont prescrit un repos absolu pour le pape qui doit donc mettre en pause son agenda surchargé dans l'attente d'une amélioration concrète de son état de santé.
Et au Mali, un effondrement sur un site d'orpaillage illégal a provoqué la mort de près de 50 personnes. Mais alors que de nombreux incidents similaires ont eu lieu ces derniers mois dans le pays, des membres du gouvernement se sont rendus sur place pour présenter leurs condoléances et passer un message de fermeté. France 24. Le site d'orpaillage où le drame s'est déroulé est situé en plein air dans une localité de l'ouest du Mali. Des ressortissants chinois l'occupaient de manière illégale, mais avec des complicités locales. À l'aide d'un système semi-mécanisé, ils arrivaient à extraire de l'or. Mais sur place, des populations maliennes aussi, avec des moyens rudimentaires, allaient à la recherche de cet or. 48 d'entre eux ont péri lors de l'éboulement. Et parmi les victimes, les femmes sont les plus nombreuses. Après les événements, une délégation gouvernementale composée de 3 ministres s'est rendue sur les lieux. Condoléances, mais surtout message de fermeté. Désormais, sur le territoire national, la lutte contre l'exploitation illégale du minerai est déclenchée. Les forces de sécurité seront dépêchées sur place pour s'assurer du respect des nouvelles consignes. Et tout contrevenant sera puni, disent les autorités. C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde. La suspension de 90 jours de l'USAID par le gouvernement Donald Trump. L'aide internationale américaine représente 42% du budget de l'aide humanitaire mondiale. 6 des 10 pays les plus bénéficiaires sont en Afrique. Exemple au Nigeria, où l'aide américaine représente environ $1 milliard par an. France 24. Une nouvelle mise en garde sur les conséquences de la suspension de l'aide américaine. Selon les Nations Unies, l'interruption du programme PEPFAR, le plus grand plan d'aide d'urgence à la lutte contre le sida, pourrait menacer les vies de millions de personnes. Des gens vont mourir car ils n'auront plus accès à certains outils qui permettent de sauver des vies. Sur les 5 prochaines années, il pourrait y avoir 6,3 millions de décès liés au sida, 10 fois plus qu'aujourd'hui. De nombreux programmes médicaux en Afrique dépendent directement des financements étrangers, et notamment des États-Unis. Au Nigeria, l'aide américaine représente environ $1 milliard par an, dont la moitié est destinée au secteur de la santé. Dans certains hôpitaux, le personnel commence aujourd'hui à rationner les traitements antiviraux. Pris par surprise par l'annonce de Donald Trump, ils affirment que leurs stocks ne dureront que quelques mois. Cela provoque de nombreux problèmes et sème la confusion, surtout que nous n'étions pas préparés. La transition devrait se faire sur la durée en suivant un procédé établi. Si certains pays espèrent encore un retour des financements américains, d'autres commencent à chercher des alternatives. Et notamment le Nigeria, qui a récemment affirmé être bientôt en mesure de fabriquer ses propres traitements antiviraux. Et c'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous comme tous les mardis, l'émission Nizouk avec Céline Ranirlant. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.